Touré, affectueusement appelée Mimi Touré, est née le 12 octobre 1962 à Dakar. Lauréate au concours général en économie en 1981, elle a décroché son bac D la même année avant d'aller poursuivre ses études en France. Elle a obtenu une maîtrise en économie à Dijon, un DSS de gestion des entreprises et un PhD en management financier international à l'École internationale de management de Paris. En 1988, Aminata Touré entame une carrière professionnelle et devient chef de division marketing et communication à la Sotrac, actuelle société Dakar Demdik. Elle sera par la suite licenciée abusivement pour avoir adhéré au syndicat des travailleurs de l'entreprise. En 1995, Mimi Touré intègre l'ASBEF, l'association sénégalaise pour le bien-être familial, comme directrice du programme. Après avoir accompli sa mission dans cette ONG, Aminata va intégrer les Nations Unies pour une brillante carrière de 24 ans où elle fut directrice des droits humains jusqu'en 2011, année qui marque son retour au Sénégal, laissant derrière elle beaucoup d'avantages et de privilèges pour répondre à l'appel du peuple sénégalais et se dresser contre le fameux quart bloquant. Elle va rejoindre par la suite le candidat Macky Sall, vainqueur de l'élection présidentielle de 2012, devant le président sortant Maître Abdoulaye Wade. Pour autant, Mimi Touré est loin d'être une novice en politique. En effet, elle a été la première femme directrice de campagne à une élection présidentielle en 1993 avec le candidat Landing Savané et va rejoindre son parti un an après. Militante chevronnée des droits de l'homme, Aminata Touré a, après l'alternance de 2012, occupé les fonctions de ministre de la Justice de 2012 à 2013, première ministre de 2013 à 2014, envoyée spéciale jusqu'en 2018 et présidente du Conseil économique, social et environnemental de 2019 à 2020. Le 13 mai 2023, Aminata Touré reçoit la distinction honorifique de docteur honoris causa de Champlain College, institution universitaire vieille de 145 ans dans l'État de Vermont aux États-Unis. Une distinction qui vient s'ajouter à tant d'autres sacres déjà inscrits dans son riche CV. La présidente du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance Mimi 2024, candidate déclarée à l'élection présidentielle, fait partie des 24 experts choisis à travers le monde pour donner des avis aux États membres des Nations Unies sur les questions de bonne gouvernance dans l'administration publique. En tant que femme leader, Aminata Touré a capitalisé une grande expérience gouvernementale et dispose de plusieurs atouts, dont un important réseau relationnel pour diriger le Sénégal. Dame de fer, pleine de convictions, d'engagement patriotique et de principes qui forcent le respect, l'ancienne première ministre ne se laisse pas faire et se positionne en candidate sérieuse à la présidentielle de 2024. Elle est l'invitée du Grand Oral. Je ne suis pas beaucoup dans le showbiz politique, je dirais. C'est pas ma personnalité. Bien que j'encourage tous les gens qui sont dans le showbiz. Moi-même, je suis une grande mélomane, mais je considère que pas la modestie elle-même, mais voilà, le m'as-tu vu, c'est pas tellement moi. Non, nous sommes allés auprès des Sénégalais, nous leur avons expliqué notre programme, nous avons discuté avec les populations. Vous m'avez vu tourner sur l'ensemble du pays. Je suis allé dans des endroits où ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu de chef de service depuis leur existence, alors que c'est des Sénégalais. C'est l'occasion de dire bonjour aux populations de Oubadi. Je crois que c'est l'un des coins les plus reculés du Sénégal. Il est très très difficile d'y accéder, bien qu'il y ait une station de police. Dans quelle localité? C'est dans le département de Salémata, dans les hauteurs, pas très loin de la frontière guinéenne. Pourtant, il y a un poste de police, mais pas d'infrastructure, pas grand-chose. Rien. Donc, nous avons parlé à tout le monde. Nous sommes allés proposer notre programme, nos parrainages. Bon, nous sommes aussi dans le champ politique depuis 10 ans. Nous avons des amis partout. Il y a eu des relais. Les délégués régionaux aussi, qui sont des personnalités dans leur terroir, ont fait leur travail. Et nous aurons, Inch'Allah, un parrainage de bonne qualité. J'en profite pour dire, ce que vous n'avez pas beaucoup relevé la presse, c'est que c'est un parrainage un peu absurde. Je vais m'expliquer. Ah bon, pourquoi? Oui, je vais vous expliquer. Vous savez, il y a 7 millions d'électeurs. Oui, on demande, à peu près. On demande pour chaque candidat un minimum de 44 000. Oui, et un maximum de 58 000. Et de 58 000, n'est-ce pas? Et pourtant, la direction générale des élections a laissé 260 candidats à la candidature retirés
le parrainage. Le parrainage. On se suit toujours. Oui, je vous suis. Ça veut dire que... Mathématiquement. Voilà, si chaque candidat va sur le terrain, fait son travail sérieux, n'a pas de doublon, il n'y aura pas assez, personne ne pourra atteindre ce minimum. Tout à fait. Parce que 7 millions divisé par 260, ça fait 24 000. Ah là, c'est... Dans n'importe quel pays, on aurait dit que c'est on aurait annulé l'arrêté. On est loin du compte. On aurait annulé l'arrêté parce qu'il est mathématiquement pas faisable. Voilà. Donc, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Quelle était l'idée derrière? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il aurait suffi qu'on dise, dans le processus, venez déposer votre caution, ensuite, venez prendre les fiches de parrainage, ensuite, vous n'aurez pas eu 260 candidats. Ouais, peut-être pourquoi l'administration a fait ça? C'est des gens intelligents comme vous, comme moi. Moi, je soupçonne qu'il y avait une volonté d'installer la confusion. D'accord. Ce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision dernière, a relativement redressé, parce qu'ils ont dit qu'avant qu'on étudie le parrainage, il faudra avoir un dossier complet. Oui, sinon vous ne déposez... Voilà. Sinon on ne regarde mais pas. Ça, la direction générale des élections pouvait le dire, en disant, déposez la caution, venez prendre les fiches de parrainage. Pourquoi attendre qu'il y ait 260 candidats sur le terrain, etc., pour le faire? Ça, c'est la première Vous pensez que peut-être il y avait une manœuvre Oui, bien sûr. Il y avait une manœuvre politicienne. Mais ça, c'est pas bien pour la démocratie. C'est pas bien pour la démocratie. La démocratie doit instituer l'égalité des candidats. D'abord, il ne devrait pas y avoir des candidats qui choisissent des députés ou des maires et des candidats qui vont au niveau du parrainage citoyen. Ça devrait être ils sont tous d'égale dignité. Si j'ai compris ce qu'ils ont dit, ils inviteront nos experts. Notre expert à nous, il est prêt à venir inspecter ce logiciel. C'est comme ça qu'il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas de confiance entre nous et les organismes. Ah non. Toi, le Conseil constitutionnel, ça n'est pas là. Oui. Bon, moi, je ne dis rien au Conseil constitutionnel, mais je ne l'ai pas vu agir pour l'instant. Pour ce qui concerne la direction générale des élections, il y a eu une décision de justice du juge Faye de Ziguinchor qu'elle a refusé d'exécuter. Oui, c'est vrai. Ce qui est scandaleux. Parce que si l'administration ne respecte pas les décisions de justice, comment on va nous demander, nous, les citoyens, de le respecter? C'est l'État qui donne l'exemple. Voilà. Leur a dit de donner les fiches de parrainage aux représentants d'Ousmane Sonko. Ils ont refusé. Pourtant, c'est une décision d'un juge. Bon, ensuite, c'est allé à la Cour suprême qui, courageusement, l'a renvoyé à la Cour d'appel. D'habitude, c'est de la Cour d'appel vers la Cour suprême, mais ce que d'ailleurs la CEDEAO a fustigé. La Cour de la CEDEAO a dit que le Conseil constitutionnel aurait dû prendre une décision courageusement, dire remettez les fiches à Ousmane Sonko ou dire ne remettez pas mais argumentez. Donc ils ont fait du Ponce Pilatisme. Vous connaissez Ponce Pilate, n'est-ce pas? Voilà, qui disait je me lave les mains du sang de ce juste qu'on condamne alors que c'est lui qui l'avait condamné. Il faut un filtre, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas avoir 1000 candidats à une élection. C'est-à-dire, vous allez à la banque, vous mettez votre titre foncier, on vous donne 30 millions, vous venez, vous êtes candidat. Vous faites de la publicité, parce que si vous voulez faire de la publicité sur l'ensemble du pays, ça va vous coûter plus de 30 millions. Donc vous ne perdez pas d'argent, en quelque sorte. Donc il faudra forcément un filtre. Mais il faut que les gens s'entendent sur quel type de filtre. Pas comme ce que j'ai vu. 2 poids, 2 mesures. Ceux qui sont allés au dialogue du président Macky Sall, vous avez droit à 13 députés, pas 14 13, exactement. 13. Ça a été millimétré sur le nombre de députés qu'ils ont. Donc là, il y a une manœuvre politique. Mais vous avez tous été appelés, hein? Oui, mais vous n'avez pas voulu. Non, mais on avait dit les conditions. Vous ne pouvez pas emprisonner certains. Moi, notre responsable départemental de Mimi 2024 de Tambacounda est en prison depuis 6 mois. Et puis, quand il va me voir aller m'asseoir à une table de négociation pour dire quoi? Le président Macky Sall ne s'était pas encore prononcé sur le 3e mandat. Voilà, il y avait des emprisonnements à tour de bras. Il y a des préalables pour discuter. Il n'a pas voulu les respecter. Et nous considérions que nous n'étions pas concernés. Mais ceux qui y sont allés ont eu comme, cadeau. Une sorte de cadeau, hein? Voilà, qu'on leur paramètre sur mesure, leurs 13 députés. Comme quoi, c'est bon de dialoguer, non? C'est bon de dialoguer, non? Oui. On négocie des...
des avantages. Mais ça n'a pas... La démocratie, elle doit s'appliquer à tout le monde. Oui, à mon avis. Elle doit s'appliquer à tout le monde. Bon, on aurait pu dire... Allez-y. on aurait pu dire marrainage. Pourquoi on dit parrainage? Parce que c'est les hommes qui font les lois. C'est pour ça qu'il faut peut-être que ça change. Maintenant, dans le langage commun, on entend marrainage et ils ont raison. Ouais. Bon, quand on aura une présidente femme, on va revoir tout ça. On va revoir les textes, d'accord. Mais en collaboration toujours avec les hommes, parce que ce sont nos partenaires éternels. Voilà, une question simple, c'est est-ce que vous avez fait le plein? J'ai fait le plein des parrainages, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas une débutante en politique. Ça, quand même, comme vous l'avez dit, rappelé, j'étais directrice de campagne de Landing Savané, que je salue. Je souhaite une longue vie. Vous étiez à la bonne école, hein? Voilà, la bonne école, ça date de longtemps quand même. J'avais 31 ans. Ouais, voilà. On s'en rappelle. Voilà. Et donc, voilà, je sais comment m'y prendre. Et puis, avec les populations, on est allé les voir. Et puis, je ne suis pas une inconnue dans le pays quand même. Voilà, je pense que j'ai eu à faire des choses appréciables. Et j'ai surtout un programme que j'ai tenu à expliquer. Et nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes prêts pour le contrôle du parrainage. Nous n'avons aucune crainte. Je félicite d'ailleurs toutes les équipes qui se sont engagées avec le minimum, hein, parce que voilà, nous ne sommes pas milliardaires. Vous n'avez pas reçu d'argent occulte. Non, ça c'est une tradition aussi. Que subissent les opposants dans ce pays. Vous vous rappelez des fonds occultes libyens qui accusaient Abdoulaye Wade. Ouais, bien sûr. Vous vous rappelez du blanchiment de fonds venant du Gabon concernant Macky Sall. Bon, on est resté dans la tradition. Moi, j'ai entendu en tout cas le démenti net et clair du représentant de Ousmane Sonko qui a dit s'il y a des preuves, amenez-les. Donc vous ne pouvez pas accuser les gens comme ça et puis aller vous asseoir. Il a dit, c'est pas vrai, amenez les preuves. Tout à fait. Voilà. Mais ça s'inscrit, comme je dis, dans une longue tradition. Sauf que ici, c'est très grave de désigner un pays étranger de cette façon. Mais justement, celui qui l'a dit doit apporter les preuves. Ouais, il ne peut pas rester comme ça, c'est très grave. même s'il a un mandat de député. Ça peut impacter nos relations avec ce pays. Mais évidemment. Négativement. Voilà. Et il a été sommé d'amener les preuves. Elles sont où? Elles ne sont pas là. Donc ça, c'est également ce type de politique qu'il faut dénoncer. Moi-même, j'ai fait l'objet souvent d'accusations au sein de l'Assemblée qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc moi, j'attends que celui qui parle là amène les preuves sur la table. D'accord. Alors, cette situation... C'est ce qu'il a été sommé de faire par un représentant d'Ousmane Sonko. La vie politique, il faut la moraliser, il faut l'assainir même, je dirais. Plus loin. Toilettage. Je dirais qu'il faut vraiment l'assainir quoi, dans une certaine mesure. Nettoyer les écrits de gaz. Voilà, ça c'est clair. D'abord, moi, j'ai proposé une loi contre la transhumance déjà, pour commencer. Mais ce serait bien, oui. Non, ça, il faut. On va à des élections, ceux qui sont battus, 6 mois après, si vous étiez dans un long sommeil, vous vous réveillerez, vous vous demanderez est-ce qu'il y a eu un changement. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Ensuite, vous avez parlé de l'argent, mais ça c'est une question très complexe. Ça ne se pose pas seulement au Sénégal. Vous savez que dans notre pays aussi, la politique et l'argent, ça date de très longtemps. Il faudra beaucoup sensibiliser les électeurs, etc. Mais il y a de l'espoir, parce que moi je vois Pastef qui est un parti tout à fait jeune, qui fonctionne avec des militants qui cotisent. Nous, quand on était dans les partis de gauche, ça fonctionnait comme ça. C'est nous qui cotisions à partir de nos salaires. Le secrétaire général n'avait rien à nous donner, il était dans l'opposition. Mais ensuite, il faut le dire. Bon, ça date du temps du Parti Socialiste. Ensuite, c'est venu avec Maître Wade. Ça ne s'est pas amélioré avec nous, avec la paire, je dirais. Et ça, il faut que ça change. Il faut aussi qu'on éduque vraiment l'électeur. Mais les électeurs ont compris. Vous pouvez déverser de l'argent, mais sinon Bernard aurait gagné partout. Que c'est eux qui sont au pouvoir. Mais j'aurais aimé poser une question. Avec votre permission, c'est justement par rapport au fait, madame, que quand même les lobbies existent. Ça, on ne peut pas les nier. Les lobbies homosexuels, les lobbies francs-maçonnés, les lobbies d'hommes d'affaires, les lobbies religieux. Et que les partis politiques sont quand même... Aucun parti n'est à l'abri quand même des lobbies, à mon avis. Non, c'est clair. Non, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a un risque. Ça, c'est le monde entier. Les ça Américains, fonctionne comme ça. Moi, je pense que les Américains ont la position la plus, entre parenthèses, honnête. Là-dessus.
vous faites des fundraising, des appels à mobilisation de ressources et vous les publiez. Ah, d'accord. On a la liste de ceux qui vous ont donné. Voilà. Au moins, c'est clair. Là, c'est clair. Voilà, peut-être qu'il faut aller vers ça. Non. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'on prenne l'argent public pour en faire, pour financer les activités politiques. Et ceux qui sont généralement au pouvoir dans les pays africains, c'est comme ça que ça fonctionne. Jusque dans les mairies, les fameux fonds sociaux, c'est des fonds politiques, que vous ne vous donnez pas ça à des gens qui sont contre vous. Jamais. Voilà. Donc ça, c'est à réglementer. Il faudra mettre des mécanismes en place. On peut en discuter. Les fonds sociaux, dans toutes les mairies, il y a des fonds sociaux. Tout à fait. Mais peut-être qu'il faudrait avoir des commissions indépendantes qui étudient les demandes et qui allouent les fonds et qui parfois même font des tirages au sort. Voilà, parce que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est des mécanismes. Pour ce qui concerne l'argent public, ça, on va peut-être en parler. Pour moi, c'est l'élément fondamental de mon programme. C'est qu'il n'y ait plus de vol de l'argent public. Il faut appeler un chat un chat. Vol massif d'argent public. Et malheureusement, c'est souvent inscrit à perte et profit. J'espère que les 1000 milliards là dont parlait la Cour des comptes, qu'on ne va pas juste oublier et en faire une affaire du passé. 1000 milliards, c'est énorme. Mais vous avez régulièrement des scandales qui se posent et il va falloir que ça s'arrête parce que si l'Afrique en est là et le Sénégal aussi, c'est parce que l'argent du contribuable ne va pas là où il doit aller. Tout à fait. Et ça doit changer. Voilà. J'étais à la dernière réunion des assises. Je me suis engagé, moi, personnellement, parce que je crois fondamentalement qu'il faut une réforme profonde des institutions. Il faudrait peut-être une nouvelle république. À mon avis, une nouvelle république qui va remettre vraiment à plat tous nos problèmes liés surtout à l'hyper-présidentialisme. Le président de la République est le yin et le yang. C'est l'alpha et l'oméga de la vie publique. Depuis 62. C'est un roi, en fait, au fond. On a hérité ça de la Constitution de 1958 des Français, qu'ils ont entre-temps révisé, ils ont mis des garde-fous, mais nous, on n'a rien fait. Ce qui fait que le président de la République est quasiment le représentant de Dieu sur terre. Il est le commandant en chef des armées, il est l'ordonnateur principal des dépenses, il nomme aux fonctions civiles et militaires, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il a tout. Et évidemment, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, au début les bonnes intentions sont là, mais progressivement vous avez un entourage, vous avez une famille, etc. qui gonfle votre ego et vous sortez carrément du dérivé, chemin, de départ. Carrément, c'est des dérives, pas des dérivés, c'est des dérives. Et malheureusement, voilà où nous en sommes, il va falloir encadrer cela. Comment l'encadrer? Je considère d'abord, c'était ma fameuse loi sur les incompatibilités familiales, ce qui m'a valu mon renvoi de l'Assemblée nationale de manière illégale. La disgrâce. J'en profite pour dire, c'est pas une disgrâce. Une disgrâce, c'est quand vous avez fait un acte qui est condamnable. Ce que j'ai dit, c'est souhaitable. D'ailleurs, si tous les présidents avaient évité que leur famille se retrouve dans les affaires publiques, ils n'auraient pas de problème à leur sortie. Même ils ne seraient pas prisonniers. Ils ne seraient pas, justement. Et donc ça, il faut d'abord qu'il y ait une loi qui réglemente. Je n'ai jamais dit que les membres de la famille présidentielle ne doivent pas travailler. Ça, je n'ai jamais dit ça. Mais ils peuvent avoir des fonctions de conseil, etc., de cadre. C'est des Sénégalais comme tout le monde. Mais en tout cas, dans la manipulation des fonds publics, on devrait les protéger contre eux-mêmes. En fait, c'est ça. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je considère que le président ne peut pas juste nommer comme ça qui bon lui semble, surtout privilégier des politiciens qui n'ont aucune expertise, parce que juste ils sont membres du parti, ils peuvent mobiliser des foules, ils peuvent gagner, et de quelle manière? Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on lui laisse la prérogative de choisir ses collaborateurs, il n'y a pas de problème. Mais qu'on aille devant un panel indépendant pour qu'on puisse à la limite vérifier à minima les compétences de ces personnes-là qu'il veut nommer. Qu'ils définissent leur vision pour le secteur, leur stratégie, comment ils comptent régler les problèmes du secteur, comment ils comptent mobiliser les ressources, quel type de collaborateurs ou de ressources humaines ils veulent
disons, mettre en avant pour réaliser les objectifs. Ça, c'est des questions simples. Hein. Si vous avez un panel d'experts, ils sauront est-ce que cette personne-là a le minimum requis, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Parce qu'on a vu à l'époque, vous vous rappelez, peut-être vous, monsieur Sand, madame, non? Lorsque, je crois qu'à l'époque, c'était une dame qu'on avait nommée ministre de l'Éducation nationale. Et qui avait... Ouais, elle-même, elle est démissionnée. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas. Moi, ça, je m'en rappelle. Mais si c'était de nos jours, mais... Voilà, les personnes seraient venues, bien habillées, s'asseoir, etc. Surtout les hommes, parce que les hommes ont beaucoup de cran. Je suis sûr que si c'était un homme, il n'aurait pas démissionné. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Comme ça, on a les meilleurs Sénégalais pour diriger nos affaires, nos ministères, nos directions générales, etc. Donc ça me paraît être très, très, très important. La vérification des ressources humaines, les incompatibilités familiales. Il faut également qu'il y ait, dans la gestion des ressources, qu'on sorte l'IGE, voilà, qu'on retire l'IGE du coude du président. Je ne fais que le paraphraser, hein. Le président Macky, c'est lui qui avait dit qu'il a mis son coude sur... voilà, parfois il a des erreurs de communication. Moi, j'ai été audité pendant 3 ans. C'est très paradoxal parce que j'ai fait 1 an, 5 mois au Conseil économique, social et environnemental, mais on m'a audité pendant 3 ans. Ah bon? On a tout regardé. Tout, on a secoué jusqu'à ce que l'IGE dise de manière objective, nous n'avons pas de reproches particuliers à faire, peut-être quelques trucs administratifs. On cherche des poux. Oui. On a même peut-être... Voilà, jusqu'à ce que l'IGE dise il n'y a rien à voir, circuler. Donc, ils ont fait aussi leur travail. Donc, ils ont des compétences. Maintenant, la réforme, pour ce qui concerne l'IGE, c'est de les sortir de la présidence. Parce qu'on a vu aussi des IGE à caractère, peut-être orienter les opérations vers des adversaires politiques ou quelque chose de cette sorte. Et ça ne devrait pas être le cas. Je crois que tout le monde devrait être audité. C'est pour ça que moi, ça ne m'a pas gêné. Hein. Tout à fait. On m'auditait aux Nations Unies tous les ans. Mais montré aux Nations Unies là-bas. Et les autres organes de contrôle, hein? Et les autres organes de C'était le contrôle en fait. Oui, mais tout le monde n'est pas contrôlé. On devrait contrôler tout le monde chaque année. Voilà ma position. Et je pense qu'il faut que l'IGE, on la mette sous l'autorité de l'Assemblée nationale, à mon avis. Mais qu'on affecte les inspecteurs dans les ministères, où ils tourneraient tous les 2 ans. Ils autoriseraient la dépense des ministres. Il la validerait, il la contrôlerait a posteriori. Ça donnerait vraiment ça mettrait des garde-fous dans la préservation de nos deniers publics. Ça me paraît être important. Je pense aussi, toujours dans le domaine de la lutte contre la corruption, qu'il faut dématérialiser nos procédures. Vous vous rappelez, à l'époque, les douanes, n'était pas, il n'y avait pas cette dématérialisation, c'était pas informatisé. À l'époque, toutes les jeunes dames là voulaient épouser des douaniers. Hein, oui. Vous vous rappelez, c'était... Oui, il y avait une réputation. Ils étaient très riches tous. Très forte là. Voilà, y compris même ceux qui ne sont même pas gradés. Ah ben surtout, quand on a mis le système Gaïndé à l'époque, tout était dématérialisé. Tout à fait. L'État a multiplié ses recettes par 100. Ça c'est important. Par 100. Donc il faut le faire dans tous les domaines. Moi, quand j'étais au ministère de la Justice, on devait dématérialiser le casier judiciaire. C'est toujours pas fini en 10 ans. C'est pas réglé. Eh ben oui, bien sûr. Et moi j'avais dit, j'aurais pu dire moi je ne bouge pas tant que vous n'avez pas contrôlé les autres. Mais moi ça ne me dérange pas qu'on me contrôle. Que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je me prêtais à l'exercice aux États-Unis, aux Nations Unies chaque année. Donc je ne voyais rien de particulier. Mais il faut en faire une règle. Il ne faut pas en faire une arme politique. Non. Parce qu'à l'époque, je continuais à dire, oui, comme a dit le président Macky Sall, il ne fera pas de 3e mandat. Il l'avait dit. Et il l'avait dit. Donc je n'ai fait que dire ce qu'il avait dit. Et moi, c'était une conviction. Donc il y a peut-être un lien entre les deux. Hein. Mais il faut que ça soit la règle. Que tout ce qui gère l'argent public, qui est notre argent, ça aussi, il faut qu'on l'explique aux Sénégalais. Dès que vous parlez d'audit, on pense que non, c'est un esprit revanchard, c'est méchant. Non, alors celui qui est méchant, c'est celui qui a pris notre argent commun là
pour en faire un bien personnel. Un bien personnel. C'est lui qui est méchant. Quand on voit la pauvreté, quand on voit tous les problèmes qu'il y a, c'est pas celui qui essaye de sauver les deniers publics. Oui. Mais ça, c'est une culture. Il va falloir beaucoup communiquer en direction des populations pour que vraiment la corruption soit une préoccupation de tout le monde. Ça, c'est important. Mais si c'est le cas, il faut aussi que les populations comprennent que un fonctionnaire n'est pas forcément riche. Milliardaire. Comment il peut être milliardaire? Moi, c'est la question que je me pose. Un fonctionnaire, comment un fonctionnaire peut être milliardaire? Il faudra qu'on nous explique. Il y en a un qui devra nous expliquer parce que j'entends dire qu'il est milliardaire. Je ne l'accuse pas d'être milliardaire, mais c'est le candidat de Benno. Lui aussi, il faut qu'il vienne, qu'il explique qu'il n'est pas milliardaire, qu'il a toujours vécu avec ses revenus, etc. Ça, c'est important. En tout cas, moi, pour ce qui concerne la campagne, je suis prête avec tous les candidats à faire ma déclaration de patrimoine. D'ailleurs, j'ai été la première à le faire, quand ce n'était pas obligatoire. Parce que j'étais ministre de la Justice. Bon, je considérais qu'il faut d'abord balayer devant sa propre porte. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que tout le monde devrait faire. Aussi. Et c'est ce que les jeunes attendent. Les jeunes de ce pays, et je crois tous les Sénégalais d'ailleurs d'une manière générale, pas seulement les jeunes, veulent quand même qu'on mette un frein à ce niveau de corruption qui existe partout, dans tous les secteurs où vous allez. Voilà, ça devient une manière de vivre. Mais ça, il faut que les gens comprennent que ça ne peut pas aller avec développer un pays. C'est pas possible. J'avais une question qui entre en droite ligne dans ce que nous sommes en train de dire. C'est qu'à un moment donné, vous avez piloté la traque des biens mal acquis et tout. Qu'est-ce que ça vous a fait? Le sentiment que vous aviez à l'époque quand vous avez constaté qu'on a poursuivi qu'une seule personne ou deux et qu'on a laissé toute une liste. Et quel est le sentiment que vous avez eu? Mais bon, moi, c'est pas moi qui décidais, c'est le président de la République. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je donne des conseils. Rien faire. C'est pas moi. Mais il y avait une déception quand même. Ah, bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis candidate, pour que les choses s'améliorent de ce point de vue-là. Vous constatez, et puis voilà. Celui qui est responsable, c'est le président de la République. On en a fait une arme politique. Voilà, c'est ça. Et c'est là où les choses ont commencé peut-être à se gâter. À se gâter, parce que après les populations ne croient même plus à cet exercice qui était salvateur quand même. Voilà, les gens voulaient quand même que l'argent, parce qu'on avait vu des valises, l'affaire Segura, etc. et tout ça. Donc les gens voulaient quand même qu'on assainisse. Bon, il y a eu une tentative. Maintenant, il faut reprendre les choses, mais beaucoup informer les populations. Comme on a dit, ne pas en faire une arme politique. Mais pour ne pas en faire une arme politique, il faut dessaisir le président de la République de cette fonction d'audit, avoir une loi qui dit que chaque année, on va même externaliser l'audit des ministères. Ça va donner de l'argent aux cabinets comptables, on va aider les jeunes qui sont formés en finance à mettre en place leur cabinet et systématiquement le faire. Pas seulement d'ailleurs pour les ministères, mais également dans les mairies. Parce que là-bas, c'est encore une plus grande nébuleuse, je peux vous dire. C'est plus grave. Parce qu'il n'y a pas d'administration municipale. Donc, il n'y a pas forcément des ressources compétentes pour gérer notre argent. Parce qu'il faut qu'on comprenne que l'argent public, là, c'est notre argent. Quand vous allez acheter une boîte de lait, on met la TVA. La TVA, là, c'est ce qui va aller dans les caisses de l'État. Et c'est avec ça qu'un État fonctionne. D'accord. Voilà. Ah, ça, on verra bien. Mais moi, ce que je peux faire, c'est proposer des mesures qui feront qu'il n'y aura plus un lien entre la politique et le contrôle des fonds publics par des lois. Comme tu as dit, il va falloir qu'on ait des audits annuels, externalisés d'ailleurs, encadrés par l'IGE. Il faut mettre l'IGE, les inspecteurs dans les ministères pour qu'ils valident. Ils autorisent d'abord les dépenses, qu'ils les valident, qu'ils les vérifient. Ça, c'est déjà pas mal. Et qu'on puisse informatiser, c'est-à-dire dématérialiser, toutes les procédures qui éviteront que l'administré soit en face du fonctionnaire pour négocier une baisse d'impôts, voilà, des choses de ce genre. On peut Donc voilà ce que je peux faire. Mais revenir sur le passé n'est pas très utile pour moi. Ça date de 10 ans. D'ailleurs, il faut que je me creuse la mémoire. Vous savez, à l'époque où tout ça se passait, je n'étais plus dans le gouvernement. Vous vous rappelez? Bien sûr. Voilà, si je ne suis pas dans le gouvernement, s'il n'y a pas les procédures administratives nécessaires, je ne suis pas responsable. Ça, par contre, Amadou Ba, qui était ministre des Finances, devrait y répondre. Et tous ces dossiers devront être clarifiés. Absolument. C'est de l'argent public. Comme j'ai dit, pour les 1000 milliards,
ça ne peut pas être perte et profit. Si on a recouvré de l'argent des comptes bancaires, mais où est passé cet argent, par quel mécanisme, ça viendra, absolument. Mais c'est tout aussi important de prévenir les vols à venir. Voilà. Je crois que c'est tout aussi important. La prévention, c'est important. Voilà. Comme disent les Wolofs, mieux vaut attraper le serpent plutôt que de suivre ses traces-là une fois qu'il est parti. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a des explications qui se feront par les personnes concernées. Voilà. Quand on a recouvré, je crois que je vous renvoie d'ailleurs à un communiqué du gouvernement à l'époque qui a effectivement certifié ce que j'avais dit publiquement, qu'on avait recouvré pour environ 200 milliards sous forme financière et matérielle. Ça, c'est le gouvernement qui l'a bien confirmé. D'accord. Vous ne pensez pas qu'on peut faire peut-être une évaluation de cette traque? Elle se fera, mais ce n'est pas sous ce régime-là que ça va se faire. Ce n'est pas en 3 mois qu'on va évaluer. On aurait dû l'évaluer depuis. D'ailleurs, il faudra certainement pas seulement évaluer la traque. Tous les différents scandales dont on a entendu parler depuis là. Et puis là où le président a mis son coude là. Bon, comme son coude ne sera plus là, on va ouvrir les dossiers pour voir ce qu'il y avait dedans. Parce que moi, je considère que l'argent public ne peut pas partir juste comme ça. D'ailleurs, beaucoup de gens se disent, mais Dakar, avec la vie difficile, on voit que des immeubles sortir de terre. Ouais, tous, ouais. Partout. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faudra voir. Alors, contre tout un parti qui date de 1900, qui a plus de 40 ans. C'est assez particulier. Et une femme, soit dit en passant. Ça devrait quand même un peu les déranger. Une femme, c'est pas galant. Contre tout un parti qui date de je ne sais combien de décennies. C'est pas galant. Et il ne gagne pas la bataille d'ailleurs. Donc voilà. Et malgré ça, c'est quoi le problème au juste? Oui, c'est eux il faut leur demander. Il faut leur demander quel est le problème. Mais je crois que ça c'est peut-être le président Macky Sall qui était derrière tout ça. Il leur a dit, c'est pas moi, c'était elle. Eux-mêmes, ils savent très bien qu'un ministre de la Justice... Vous étiez aussi contre le quart bloquant, hein? Mais bien sûr. Comme Macky Sall, non? Macky Sall, il n'était pas contre le quart bloquant. Il était contre le quart bloquant, tout le monde était contre. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. J'étais son ministre de la Justice, s'il n'aimait pas mon travail, il m'aurait renvoyé. Il m'a souvent félicité d'ailleurs en Conseil des ministres. Parce que je faisais du bon travail. C'est ce que les Sénégalais voulaient, qu'on recouvre l'argent. Maintenant, après, s'il y a des réconciliations, on met ça sur le dos du ministre. Mais moi, c'est avec fierté que j'ai fait ce travail. Avec fierté. Et je ne suis jamais intervenu dans les procédures judiciaires. Le procureur spécial de la CREI l'a dit, que je ne lui ai jamais donné d'instruction. Parce que moi, je respecte le travail des magistrats. Je ne me suis jamais immixé dans leur travail. Il n'y a pas un seul magistrat dans ce pays qui vous dira que quand j'ai été ministre de la Justice, je l'ai appelé sur un dossier. Ça n'existe pas. Pour lui dire, est-ce que... Non. Moi-même, figurez-vous, quand j'étais ministre de la Justice, un de mes locataires m'avait amené en procès et il avait pu obtenir une prolongation de son séjour chez moi alors qu'il ne payait pas. J'étais le ministre de la Justice. Voilà, je ne suis pas intervenu là-dessus. Voilà, parce que c'est ce que je crois. Je pense qu'il faut que la justice soit indépendante, ce qui me permet de dire que pour que la justice soit indépendante, il faut que le président de la République arrête définitivement de nommer les procureurs et les juges. Tant que le président de la République sera celui qui définit la carrière des magistrats, il sera difficile qu'ils exercent leur indépendance. Ce qu'il faudrait, moi je considère que le président peut continuer à présider le Conseil supérieur de la magistrature sans déterminer qui est affecté où, qui est nommé où. Il faut laisser ce soin-là entre les mains d'un comité indépendant au sein du Conseil supérieur. Moi, je suis pour qu'on ouvre le Conseil supérieur de la magistrature à des représentants de certains secteurs, les syndicats, le secteur privé, les femmes qui ont beaucoup de problèmes en justice, les jeunes, pour qu'ils aussi soient là et portent les préoccupations. Parce que la justice, ça ne concerne pas que les magistrats, ça nous concerne nous tous.
Mais la difficulté majeure, c'est le lien ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice, souvent. C'est là où on parle souvent, parce qu'il y a l'opportunité des poursuites, n'est-ce pas? Bon, les gens poursuivent les uns, laissent tomber les autres, on ne sait pas trop, parce qu'il y a un parquet qui est là, qui dépend du ministère, il y a le principe de hiérarchie. Oui, mais on vous dit toujours que l'opportunité de la poursuite est entre les mains du procureur. Oui. Ça veut dire que même si le ministre lui dit de poursuivre, s'il n'y a pas matière à poursuivre, il lui dira désolé, monsieur le ministre, il n'y a pas matière à poursuivre. Mais ça, il ne peut le faire que s'il n'y a pas de risque sur sa carrière. C'est ça. Vous voyez le lien? Souvent, non, il y a un risque. Mais comme il n'y a pas de risque, parce que ce n'est pas le ministre qui va le faire affecter quelque part. D'ailleurs, quand on les affecte on ne les affecte pas dans un pays étranger. Voilà, donc je ne vois même pas pourquoi on s'en plaint si vous êtes affecté à Kédougou, à Matam ou à Tamba, c'est le Sénégal. Hein? Donc il n'y a pas de problème. Et souvent on vit mieux tranquillement là-bas. En tout cas, mais c'est le Sénégal en tout cas. Donc tant qu'il n'y a pas d'impact sur la poursuite de sa carrière, qui est déterminée par le comité autonome au sein du Conseil supérieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant chacun assumera ses responsabilités. Mais tant qu'il y aura ce lien-là entre la carrière du procureur et le président, qui est le président du Conseil supérieur, pour qu'il soit indépendant, ça va être difficile. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui peuvent se régler de manière indépendante. Moi, je suis pas pour que ce soit un magistrat qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'on est des Sénégalais. Hein? Voilà. C'est les mêmes questions qui vont se poser au sein d'un corps. Tout le monde n'est pas blanc comme neige aussi au sein de la magistrature. Hein? Ça, je peux vous le dire. Voilà. On est tous... voilà. Ça, cela me désole énormément. Moi, j'ai dirigé le département des droits humains du Fonds des Nations Unies pour la population. Bon, ils ont constaté un recul. Ça, c'est important à préciser. Un recul. Tout à fait. Mais on va se remettre à niveau. Et ça, c'est ce que je conseille au président Macky Sall de faire avant de partir, parce qu'il a encore une petite lucarne pour sortir normalement. Je ne dirais pas par la grande porte, mais au moins normalement. C'est de libérer ces 2500 jeunes. J'ai parlé du responsable de Mimi 2024 de Tambacounda, qui vient de boucler ses 6 mois en prison. Il est avec le responsable départemental de Pastef et de FRAPP, alors qu'ils n'ont commis aucun acte délictueux. Ils attendaient une manifestation qui n'a jamais eu lieu. Ils sont toujours en prison. Ils devraient libérer tous ces 2500 jeunes dans le pays. Je ne parle pas des casseurs, des voleurs, je ne parle pas de cela. Et personne ne parle de cela. On parle des jeunes qui manifestaient pacifiquement ou qui étaient un peu vigoureux sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je déplore le fait que le président de la République se soit photographié avec une dame qui était d'une violence verbale extrême sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi on emprisonne les uns et on se photographie avec les autres? Voilà, il faut libérer tout le monde et qu'on revienne à la situation normale telle que les gens perçoivent la démocratie sénégalaise. C'est pour ça que tout le monde est si dur avec le Sénégal, parce qu'on ne les a pas habitués à ce type de situation. Il était dans une dynamique de pardon. On en parlait au début de notre entretien à travers le dialogue, mais qu'il pardonne à tout le monde, y compris Ousmane Sonko. Bien sûr. Voilà, qu'on respecte la décision du juge de Ziguinchor, qu'il aille compétir. Moi, je suis une candidate. J'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en mon parrainage. Voilà, je vais compétir contre Ousmane Sonko, s'il est candidat aussi. Mais qu'on le laisse compétir comme tout le monde. C'est ça la norme sénégalaise. Le président Macky Sall lui-même, il sait très bien que si le président Abdoulaye Wade s'était comporté comme ça, envers lui, comme opposant, il ne serait pas là. Absolument. Il ne serait pas là. Alors, on l'a convoqué au commissariat central. On l'a laissé partir parce qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Et pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là? Et qu'on ne m'évoque pas des risques de terrorisme. Il n'y en a pas. Il n'y en a nulle part. Et puis qu'on arrête vraiment d'invoquer comme ça ce type de phénomène. Dieu nous en a préservé, qu'on continue à prier pour qu'il nous préserve du terrorisme et qu'on arrête d'évoquer à chaque tournure de phrase. Il n'y a pas de terroristes au Sénégal. Et les Sénégalais sont des musulmans modérés. Voilà, c'est ce qu'on connaît ici. Notre pratique de la religion est pacifique. Nous vivons pacifiquement avec nos parents chrétiens. Et ça va continuer. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est ça la situation.
Et c'est les conseils que je donne au président Macky Sall pour qu'il puisse sortir normalement. D'ailleurs, son bilan immatériel semble beaucoup le préoccuper depuis quelque temps, parce qu'il parle de mémorandum, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme et des libertés. Ensuite, il vient dire que... Mais ça, c'est pour la consommation extérieure. Le Conseil national des droits de l'homme doit être revu. Ça, c'est pour l'extérieur. Ah bon? Oui. C'est pas sincère. Non, je ne pense pas. Mais je peux lui donner de la sincérité, mais il faut qu'il y ait un début de commencement ici chez lui. Nul n'est prophète chez soi. Disent les tout. Qu'il libère les gens. Vous ne pouvez pas parler de conseil des droits humains pendant que vous avez des gens qui n'ont rien fait, qui sont en prison. Pendant que votre propre administration se refuse de respecter les décisions de justice. Alors, voilà pourquoi. Et aujourd'hui, vous interrogez n'importe qui, ils vous diront qu'Ousmane Sonko est emprisonné pour des faits politiques. N'importe qui. Mais on a vu des gens faire de la politique d'une façon inhabituelle quand même au Sénégal, c'est-à-dire les injures à la bouche, la violence, on brûle les maisons des gens, on casse, on met des cocktails Molotov dans un bus. C'est tout à fait nouveau également. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une classe politique à former, les partis aussi doivent prendre des responsabilités. Et je condamne toute forme de violence politique. Oui, absolument. Mais les insultes, c'est dans les deux côtés. Oui, ça aussi, il faut le dire. Moi, j'étais à Benno. J'en conviens. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un phénomène général. Il faut condamner. Il faut le condamner de tous bords et revenir à la pratique normale. Oui, je pense. C'est quand il y a une pratique normale, ces faits-là n'existent pas. Tout le monde est à l'aise. Voilà. En 2011, il y a eu quand même quelques morts, mais ça, c'était des accidents, plus ou moins. Voilà. Mais parce que quand même, il y avait cet espace d'expression. Mais depuis quand le F24 n'a pas fait de meeting, de rencontre, tout est interdit. Vous avez une population jeune. Vous raflez à longueur de journée les gens pour un oui, pour un non. Mais c'est vous-même qui fabriquez, en quelque sorte, ces acteurs de la violence. S'il n'y a pas d'espace démocratique d'expression, on l'a vu dans tous les pays, les gens, en dernier ressort, ont recours à la violence. Et ça, je le condamne. Il faut qu'on revienne à une situation normale, telle qu'on a connu le Sénégal, telle que sa démocratie est appréciée de par le monde. C'est évident. Mais pourquoi ils sont en prison déjà? Voilà la première chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont en prison? Moi, je vous dis, j'ai un cas particulier. Aliou Sané n'a rien fait. Rien. La dernière fois, on a entendu Aliou Sané sur cette question. Aliou Sané, en particulier, je vais m'arrêter sur son cas. Nous étions dans la même délégation. Pourquoi on ne nous a pas arrêtés? Nous étions dans la même délégation. Moi, il y avait Mohamed Mbodj, il y avait d'autres responsables politiques. C'était une délégation du F24 qui se rendait chez Ousmane Sonko. On nous a interdit l'accès, bien sûr. Mais dès qu'il est descendu, on le visait particulièrement. Après, on l'a laissé rentrer chez lui. On s'est rendu compte qu'il y avait des charges. Il a circulé pendant je ne sais combien de mois pour qu'ensuite on vienne le prendre et l'emprisonner. Donc c'est de l'acharnement. Mais bien sûr, ce n'est rien d'autre. Bien sûr. Et moi, j'ai demandé à ce que le juge nous interroge comme témoin. On était ensemble. On peut témoigner. Nous sommes quand même, je pense, des personnes dont les témoignages peuvent être dignes de foi. Nous étions ensemble. Il n'a eu aucun acte délictueux. On dit participation à manifestation interdite. Il n'y avait pas de manifestation. On n'allait pas en manifestation. On allait chez Ousmane Sonko. On était là. On peut aller chez quelqu'un quand même. Je crois, oui. Donc, c'est voilà où on en est. Voilà un peu ce type de situation incompréhensible. Et qui dessert d'ailleurs le président Macky Sall. Il n'y gagne rien. Vous gardez Aliou Sané en prison, qu'est-ce que vous y gagnez? Tous ces jeunes-là, ils ont des familles, ils ont des parents, ils ont des voisins. Et ils vont voter sévèrement contre vous. Parce que vous violez leurs droits. Donc, quand le président parle de démocratie, il a qu'à commencer chez lui, ici. Avec ces faits-là qui sont très très clairs. Moi, je pense qu'il y a consommation, pour consommation externe. Ça. Mais qu'il applique ce qu'il prêche. C'est totalement inopportun. Je pense que à 3 mois des élections, d'abord il y a une confusion. Ils ont reçu le Premier ministre ou ils ont reçu le candidat? Bonne question. Voilà, mais c'est le Premier ministre, lui, par décence, qui aurait dû démissionner. Et s'ils ne démissionnent pas, eux-mêmes, ils savent, leurs premiers ministres ne sont pas candidats et se baladent. Macron, quand il a été candidat, il a démissionné de son poste. Il était que ministre d'ailleurs.
pour aller être candidat. C'est ça l'élégance républicaine. J'ai entendu, il a dit oui, il y a la continuité de l'État. Mais la continuité de l'État, pourquoi ils n'ont pas invité le président Macky Sall qui sort? Là, on aurait parlé de continuité de l'État. Il est toujours habilité à signer des conventions. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est le candidat Premier ministre? De toute façon, ça n'a aucun impact. C'est les Sénégalais qui votent ici. Mais pour moi, je pense que voilà, c'est complètement... Vous soupçonnez un soutien. Mais c'est comme ça que c'est perçu. Ils vous diront bien sûr que non, mais c'est comme ça que c'est perçu. Si c'est de la continuité républicaine, mais invitez le président Macky Sall. Oui, qui peut aller. Il a le temps surtout. Voilà, il peut venir signer tout ce qu'il doit signer. Voilà. Et ça aussi, pour nos amis français, c'est cette maladresse-là qui vous vaut la situation qui est la vôtre. Sentiment anti-français. C'est ça. Dans le Sahel. Voilà. Il faut faire preuve quand même de plus d'intelligence dans la gestion des relations. Si j'ai un conseil à leur donner. Je ne sais pas ce qu'il allait faire. D'abord, il aurait dû démissionner. Parce que, mais si vous avez confiance en vous-même, vous n'avez pas besoin du manteau de Premier ministre pour être candidat. Venez. Sur une base égalitaire. Moi, je ne suis plus Premier ministre. Vous êtes un citoyen candidat, je suis citoyenne candidat. Voilà, vous allez parler au Sénégal. C'est ça le courage. Et c'est ça l'élégance républicaine. Donc, qu'est-ce qu'il est allé faire? Ça, je ne sais pas. Pour ce qui me concerne, mais nous avons des amis partout. Tous les pays sont nos amis. La France, ça date de longtemps. L'Allemagne. Mais aussi les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Russes. Je salue mon ami le président Lula, que j'ai connu il y a très très longtemps, etc. Ce qui m'intéresse moi, c'est les intérêts du Sénégal. Dans le cadre de la sous-région, ensemble, et dans le cadre de l'Afrique, comment nous allons nous développer. Avec tous nos amis qui nous veulent du bien. Voilà, tous nos amis. Donc, il ne faut pas que quelqu'un le prenne comme une attaque particulière. Ça n'a rien de particulier. Je suis juste préoccupé par voilà, mes populations, mon peuple. Que mon peuple avance. C'est un peuple intelligent, les Sénégalais, ingénieux. Moi, ça me fend le cœur, ça me saigne le cœur quand je vois ces jeunes partir. Voilà, quelqu'un me disait, mais vous savez, tous ceux qui partent là, c'est des jeunes artisans qui ont du talent, qui s'en vont et qui vont à l'aventure. Qu'on perd comme ça. C'est peut-être l'occasion d'interroger votre bilan sur le plan économique et social. C'est vrai que voilà, vous avez mis l'accent sur les libertés, la politique et tout, les institutions, mais peut-être qu'est-ce que vous préconisez face à un endettement de plus de 13 000 milliards? Aujourd'hui, une paupérisation de la population, des difficultés d'emploi à tous les niveaux, un problème d'industrialisation. Est-ce que vous avez des solutions de sortie de... Ah oui, d'abord, ce n'est pas mon bilan. C'est le bilan du président Macky Sall. Donc, il faudra inviter un de ses représentants qui viendra développer. Voilà. Bon, il a fait des choses. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que Macky Sall n'a rien fait. Voilà, ça ne serait même pas sérieux de ma part. J'ai été son premier ministre, j'ai travaillé avec lui. Mais... comme on dit, c'est le bilan immatériel et certaines décisions du point de vue économique. Là où il y a eu une faillite continue depuis l'indépendance, président Abdou Diouf, président Wade jusqu'au président Macky Sall, c'est industrialisation zéro du Sénégal. Et tant qu'on sera dans cette situation d'industrialisation zéro, on sera toujours pauvre et extrêmement pauvre. On ne transforme pas. On ne transforme rien. On ne fabrique même pas d'aiguilles, je le rappelle, parce que aiguille c'est facile. On ne fabrique pas de cure-dent. C'est facile. On laisse ça aux autres. On laisse aux autres le faire. Mais si vous leur donnez votre argent, eux, ils embauchent leurs jeunes et ils créent de l'emploi. Donc moi, la priorité de mes priorités, j'ai parlé de la bonne gouvernance, la deuxième axe stratégique. Mon premier ministre sera en charge de l'industrialisation rapide. Je ne parle pas d'envoyer des fusées dans l'espace. On y arrivera. Mais tout ce qui est au quotidien, bon ça c'est fabriqué au Sénégal peut-être, mais tout ce que nous portons nous de la tête aux pieds, rien n'est fabriqué ici. Monsieur Sam, votre chapeau là, il n'est pas fait ici. Et moi-même, ce que je porte n'est pas fait ici. Il vient de Kaolack. Voilà, mais on l'a importé à Kaolack. Voilà. Donc, il faudra faire comme les Chinois. Vous savez les Chinois, jusqu'en 1949, ils mouraient de faim. Regardez l'histoire. On a vu. Ceux qui sont nés en 1949, ils sont là, ils nous entendent. Donc il n'y a pas très longtemps. On ne parle pas d'il y a 2 siècles. Ils étaient très pauvres. Extrêmement pauvres. Les Chinois faisaient en moyenne 10 ou 13 enfants.
Ils mouraient de faim. Vous vous rappelez quand il y a eu la campagne pour tuer les moineaux, là il y a eu beaucoup d'oiseaux, ils ont fait une campagne pour les tuer. C'était l'année où il y a eu la plus grande famine en Chine. C'était une décision absurde parce que c'est les moineaux qui mangeaient les insectes et finalement il y a eu tellement d'insectes qu'ils ont saccagé les ressources, les récoltes. Donc il faut que on regarde ce que nous consommons quotidiennement. C'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont envoyé leur ministre, il leur dit: vous regardez ce que les Chinois consomment du matin au soir. Vous faites une liste. Brosse à dents, pâte dentifrice, couverture, ils mettent des sandales. On a dit au ministre de l'Industrie, vous êtes un révolutionnaire, on ne va pas faire ça, mais dans 6 mois, il faut que tout ça soit produit en Chine. Et vous savez, en Chine, à l'époque, si vous ne respectiez pas les objectifs, vous vous retrouviez dans un camp de redressement ou quelque chose comme ça. C'était dur. C'était dur. Bon, on ne va pas faire ça. Nous, on est des démocrates. Mais au moins, qu'on favorise les coopératives de production. Comme j'ai dit, ça va produire et protéger aussi notre économie. Ça va être une bataille. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans la CEDEAO qu'on doit laisser tout partir et ne rien protéger de notre industrie. On produit de l'arachide. Mais évidemment, l'huile qui vient de la Malaisie en passant par la Côte d'Ivoire est plus compétitive. Ça coûte moins cher de faire de l'huile. Ça coûte moins cher. Mais pourquoi ça coûte moins cher? C'est parce que quand vous faites de l'huile de palme, une fois que vous avez planté l'arbre, il vit pendant 30 ans. Tout à fait. Pendant 30 ans, vous n'avez rien à faire. Nous, l'huile d'arachide, chaque année, il faut semences, engrais, main-d'œuvre, donc forcément ça coûte plus cher. D'accord. Donc il faut qu'on protège notre industrie. Donc l'industrialisation, pour moi, c'est la première des réponses après la bonne gouvernance. On va avoir des filières, la filière pêche, la filière tourisme. Le tourisme, le Sénégal a 800 km de côte. Le fonds d'appui au tourisme, c'est pour ça que j'ai parlé de 3 mécanismes financiers pour soutenir ce secteur. La Banque des femmes, les femmes sont dans la transformation des produits agricoles. Il faudra les amener vers un début d'industrialisation de leur activité. Les artisans, je parlais du cuir, l'artisanat du cuir, l'artisanat l'industrie du lait, la transformation des produits agricoles, c'est très important. Voilà, on est de Kaolack là-bas, là. Notre arachide, une fois qu'on a cultivé, on vend. Mais la coque peut faire de l'aliment de bétail, on peut faire des cornes, on peut faire des produits cosmétiques, on peut faire beaucoup de choses. Pourquoi on ne le fait pas? Il faut le faire. D'accord. Il faut le faire. Donc l'industrialisation, madame, ça va être fondamental. Tout à fait. En nous appuyant aussi sur les secteurs émergents, technologiques. On peut faire beaucoup de choses avec la technologie. Vous voyez maintenant que la technologie bancaire est sur place. On peut le développer. On a parlé de dématérialisation de tout notre processus. Ça, c'est un secteur aussi qu'il faut soutenir. Mais évidemment, avant tout ça, il faut des centres de formation partout. Moi, ces 2 derniers mois, j'ai fait le tour du pays. Mais vous ne tombez pas sur un centre de formation. ICP, mais ICP ou je sais pas. ICP, c'est déjà trop loin. C'est quand vous avez le bac. C'est des instituts supérieurs. D'accord. Voilà. Alors, vous avez l'enseignement professionnel. Mais il faut que ce soit à la base. Même celui qui a arrêté au CM2, qu'est-ce qu'on lui propose quand il est dans une zone d'élevage? Pourquoi il n'y a pas de centre de formation pour lui apprendre à faire du beurre, à faire du yaourt, encadrer les jeunes en coopérative? Voilà. Que cette banque des artisans les aide à avoir le matériel de base qui ne coûte pas extraordinairement cher. Et à ce moment-là, l'État qui achète du beurre pour l'armée, par exemple, ou qui l'achète pour les hôpitaux, soit le premier acheteur, qu'on facilite les mécanismes de commercialisation. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Nous sommes membres de ces institutions aussi, c'est ce qu'on oublie souvent. On est État membre, mais moi, je les vois comme acteurs d'appoint. Ce n'est pas eux qui vont nous développer. S'ils nous développaient, on serait développé depuis longtemps. On est dans la coopération avec le FMI, la Banque mondiale, depuis que le Sénégal existe. Eux, ce qu'ils disent, ils vous accompagnent. Si vous allez dans le bon, vous choisissez le sens dans lequel vous voulez aller. Par contre, moi, je les critique de n'avoir jamais soutenu les États dans le projet d'industrialisation. Oui, mais c'est des fonctionnaires, parce que il faut qu'ils aussi. Moi, j'ai été fonctionnaire des Nations Unies. C'est des diplomates. Bon, faut savoir lire entre les lignes aussi. Voilà, parce que souvent ils donnent des alertes. Bon, nos États retiennent ce qu'ils veulent retenir, mais ils le savent très bien. D'ailleurs, ils classent les pays. Tout à fait. Par indice de développement humain. Comment se fait-il que les pays africains dans lesquels ils interviennent depuis 30-40 ans sont toujours tous en bas de l'échelle?
Ils vous diront, c'est pas notre responsabilité, nous on fait que de l'assistance. Absolument. Par contre, vous avez vu des pays comme le Cap-Vert qui est à côté de nous, qui est passé de pays très pauvres à pays émergents réellement, à revenus moyens. Ouais. Vous me direz le Cap-Vert c'est petit, etc. Mais vous avez le Botswana aussi. Île Maurice. Vous avez d'autres pays qui s'en sont sortis. Mais j'évoque le Cap-Vert parce que les Cap-Verdiens immigraient au Sénégal. On était leur terre de richesse. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Certains sont dans la vie politique, etc. Donc voilà. Comment se fait-il qu'eux, ils se soient organisés pour passer de pays pauvres très endettés à pays émergents, à revenus moyens? C'est parce que c'est faisable. On me dira que c'est tout petit, etc. Mais il y a de bonnes pratiques à aller chercher là-bas. Il faut voir ce qui se passe aussi du côté de certains pays de l'Afrique de l'Est. Voilà, le Botswana est un des grands exemples. Le Rwanda, qui est sorti d'un génocide, qui est aujourd'hui la fierté africaine. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont bien géré leurs finances. Là-bas, on ne détourne pas. Voilà. Sinon, il ne blague pas. Lui, il ne blague pas de ce côté-là. Sinon, c'est la prison. Mais c'est ce que j'ai dit. Si l'argent avec lequel vous devez travailler, vous devez soutenir les jeunes, les femmes, etc., ça va dans des comptes privés, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et vous le faites depuis 63 ans. On ne va pas s'en sortir. Ça, c'est important. Donc, je considère que ces institutions, c'est à nous de leur dire où on veut mener le pays. Moi, quand je viendrai, j'appellerai la Banque mondiale, le FMI, je dis, mon programme, c'est l'industrialisation, comment vous pouvez aider? Et on exige ça? Oui, bien sûr. Si vous ne pouvez pas aider, bon, c'est pas la peine. Je crois que j'ai du courage parce que j'ai été la seule femme au sein de tout cet aéropage d'hommes-là, de Benno, avec les chapeaux et à ne pas oser dire au président Macky Sall qu'il ne doit pas faire un troisième mandat. Mais je suis contente qu'on termine par cette question parce que moi, je considère que les femmes sénégalaises sont des héroïnes inconnues dans leurs foyers respectifs. Tout à fait. Mais ça, oui. Je vous suggère, comme ça a été... mon cas, il y a très longtemps, je faisais mon stage à la SAR, la Société africaine de raffinage. Et je devais y être à 6 h du matin. Donc je quittais chez moi à 4 h du matin, on m'accompagnait, je prenais les cars rapides. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Wow. À l'époque, et c'est toujours le cas, il y avait 2 hommes dans un car rapide rempli. Devinez c'est qui? C'est le chauffeur et ce qu'on appelle le coxeur là. Celui qui encaisse l'apprenti. C'était les 2 hommes. Tout le reste, c'était des femmes. Pendant ce temps, les hommes dorment en attendant d'aller à la mosquée. En tout cas, les femmes... On attend 6 heures. Voilà, vous attendez 6 heures. À 4 heures, elles sont debout. Et elles rentrent chez elles à 22 heures, 23 heures. Et ça, c'est le lot des femmes sénégalaises. Elles sont extrêmement courageuses. Et elles le font... Voilà, sans tambour ni trompette. Elles ont besoin d'être soutenues. Et je salue aussi le fait que les jeunes femmes sont en train de relever le défi. Première à l'entrée en 6e, première au BFM, première au bac, première à la faculté de médecine. Donc il n'y a pas seulement les petites catégories. Il faut davantage les sauf qu'il y a les tout ça après. Non, je suis d'accord, il va falloir travailler là-dessus. La loi sur le gaspillage est là. Voilà, il faudra respecter la loi sur les cérémonies dispendieuses. On n'a jamais respecté. Jamais respecté. Mais c'est nous qui devons donner l'exemple. J'ai parlé tout à l'heure du m'as-tu vu qu'il faudra pas combattre, mais en tout cas discuter avec les gens pour qu'ils sachent qu'on peut bien vivre simplement dans la gaieté, dans la joie, comme avant. Et sans s'endetter avec du stress, etc. Faire de grandes cérémonies. Après, vous n'avez pas de quoi manger le lendemain et vous avez la pression de mais vous avez de bons souvenirs, ils vous disent. C'est le prix du bon souvenir. Mais on peut équilibrer les choses. Même dans notre manière de nous habiller, etc. Ne pas toujours chercher. Ne pas toujours chercher l'hyperluxe. Moi, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, qui est quand même la première puissance économique du pays. Mais les gens vivent beaucoup plus simplement que nous. On aime l'apparaître. Mais ça, il faudra faire de l'éducation. Il faudra que les élites donnent l'exemple. Parce que c'est les élites qui commencent. Quand les élites commencent, les autres suivent. Vous vous rappelez de Thomas Sankara, pourquoi il avait amené le faso d'Anfani? C'est-à-dire leur tissu original que les ministres mettaient, etc. Et simplifier. Si en haut, on simplifie les choses, on donne des orientations, la population a tendance à suivre, à se référer, discuter aussi beaucoup avec les femmes.
sur les questions de gaspillage, comment mieux utiliser votre argent. Parce que si on doit industrialiser, elles veulent devenir des capitaines d'industrie, ça ne va pas avec les cérémonies, etc. Mais les Ndayele, vous savez, souvent les hommes, vous n'avez pas très bien compris comment ça se passe. Non, moi j'ai C'est un système de cotisation. Après on encaisse. Voilà, après on encaisse. C'est un système de cotisation. Moi j'ai rien compris. Non, c'est un système très rodé. Qu'est-ce qu'on va faire de ce que vous recevez? Quand, voilà, c'est ça tourne. Hein, ça dépend de ce qu'on a reçu. Parfois je reçois des basés riches. Oui. Mais ça, il va falloir qu'on discute entre nous, les femmes. Les jeunes femmes sont moins dans ces activités-là, il faut le reconnaître. Tout à fait. Je ne pense pas que vous êtes dans les... Non. Donc, il faut qu'on amène tout le monde et que les gens ne voient pas ça comme une honte. Si je n'ai pas fait ça, c'est le déshonneur, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais si vous voyez déjà la présidente ou la ministre faire les choses simplement, vous n'aurez pas honte à faire les choses simplement. Donc, il faut que l'élite donne l'exemple. Mais indépendamment de cela, vraiment, et là, c'est là où je voudrais terminer, je rends un vibrant hommage aux femmes sénégalaises. Elles se battent, vous le savez, les hommes. Tout à fait. Ce que vous donnez en dépenses, là, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ce que vous retrouvez sur le plat, sans compter les femmes seules qui se battent avec leurs enfants. Mais oui, c'est pour ça que quand je parle aux jeunes, je leur ai dit, mais vous savez que nous, vos mères, sans nous, vous ne seriez pas là, vous le savez très bien. Voilà. Donc quand on vous parle aussi, il faut nous écouter. Parce qu'on ne peut vous dire que des choses qui sont bien pour vous. Parce que tout le monde, nous tous, on voudrait que les enfants de ce pays réussissent. Voilà. Et ils ont beaucoup de talent. Ils sont... Voilà. Salut aussi. Voilà. Mon ami Mbagnick Diop.